Résiliez votre abonnement Netflix, débranchez votre console de jeu, rendez votre carte de bibliothèque, parce que rien n'est plus puissant que la réalité. Vous voulez suivre une histoire digne du film Le Parrain? Alors c'est votre jour de chance. Nous allons vous parler d'un groupe qui se conduit comme une mafia et abuse le public avec ses faux semblants. Alors attachez votre ceinture, notre course-poursuite commence dans 3, 2, 1... Toute enquête commence par un crime. In fine, celui-ci va faire plusieurs milliards de victimes chaque année. Plusieurs milliards. Les victimes sont des poulets, des vaches, des cochons, des canards, tous amenés à l'abattoir pour nourrir les humains. Et tous ces animaux n'ont pas de syndicat. Personne pour les défendre, ou si peu. Leur souffrance est légale, et l'on peut difficilement la combattre de front. Mais le système mis en place pour défendre cet élevage intensif, lui, il est construit sur un mensonge. Parce que s'il y a une autre victime de notre enquête, ce sont les agriculteurs. Pourtant, contrairement aux animaux, les agriculteurs ont un syndicat pour défendre leurs intérêts. En règle générale, un syndicat est une bonne nouvelle. De très nombreuses avancées sociales sont arrivées grâce aux syndicats, qui ont été à l'avant-garde de la lutte pour les droits des travailleurs, pour la sécurité du travail, pour l'assurance maladie et les avantages sociaux, pour les congés payés et les vacances. Ce tableau devrait presque s'arrêter là. Le lien essentiel, la mission de la FNSEA, c'est de défendre les agriculteurs. Mais pourquoi la situation de la profession est-elle aussi alarmante? Pourquoi la FNSEA, en presque 80 ans d'existence, n'a-t-elle pas réussi à améliorer sensiblement la situation des personnes qu'elle est censée défendre? Est-ce que la situation serait liée à une impuissance de la FNSEA? N'a-t-elle au final jamais réussi à acquérir le pouvoir nécessaire pour défendre les intérêts des agriculteurs? Alors on va revenir maintenant sur l'enjeu que représente votre arrivée à la tête de la FNSEA en essayant de comprendre l'influence de votre syndicat au sein du monde agricole. Gros plan sur la Vendée, qui était le département de votre prédécesseur, Luc Guyot, et le poids de la FNSEA est tel que l'on parle là-bas d'hégémonie. Joël Limousin est à la tête de la FDSEA en Vendée. Et ce n'est pas rien. Dans le département, ce syndicat, c'est la gestion de la Chambre d'agriculture, 7000 adhérents sur 9000 agriculteurs et un représentant local dans chaque commune. Une position de quasi-monopole, souvent qualifiée de dictatoriale. On ne va quand même pas se poser des questions alors qu'il n'y en a pas quand on représente une écrasante majorité. C'est bien vrai ça, Joël. On va quand même pas commencer à se poser des questions. Mais en attendant, la situation amène de nombreuses confusions sur le terrain entre la FNSEA et les services de la Chambre d'agriculture. Donc vous appelez le standard, vous demandez le service juridique de la Chambre et immédiatement on vous donne le service juridique de la FDSEA qui vous demande si vous êtes adhérent. Alors vous répondez non et puis ça s'arrête là. On va quand même pas se poser des questions. Mais cette situation ne s'arrête malheureusement pas à la seule Vendée. La FNSEA est partout. Aujourd'hui, sur 94 chambres d'agriculture, seules 4 lui échappent. La FNSEA a des représentants dans chaque coopérative, chaque canton et département. Grâce à cette omniprésence, elle a su s'imposer auprès du monde politique. Jusqu'en 81, elle a été parfaitement hégémonique. Elle était le seul vrai interlocuteur des pouvoirs publics et en particulier, on disait jusque-là que le président de la FNSEA était une sorte de vice-ministre de l'agriculture. Concernant l'actuelle mobilisation du secteur agricole, Challenge et La Croix rappellent que la FNSEA a obtenu un nombre inédit de concessions du gouvernement. Pendant ce temps-là, le syndicat fanfaronne d'un « on a écrit le texte nous-mêmes » en faisant référence aux propositions annoncées par le gouvernement. La situation n'a donc pas changé. Jean-Noël Jouzel, sociologue et directeur de recherche au CNRS, confiait ainsi à France Info que la FNSEA restait un partenaire privilégié du gouvernement. Ce n'est donc pas lié à l'impuissance de la FNSEA. Mais alors que s'est-il passé pour qu'un syndicat aussi puissant n'arrive jamais à négocier des conditions acceptables pour ses adhérents? La réponse est simple. Le bien-être des agriculteurs est loin d'être la priorité de la FNSEA, presque autant que celui des animaux. Vous allez le comprendre dans les prochaines minutes, mais la FNSEA n'est pas le syndicat de l'agriculture, mais le syndicat d'une agriculture. Elle ne défend pas les intérêts de tous, mais ceux du système qu'elle veut faire gagner, celui d'une agriculture intensive, où le glyphosate coule à flot et où l'élevage ne peut être qu'intensif lui aussi.
Ce n'est pourtant pas une erreur de jugement. C'est une stratégie consciencieusement mise en place pour maximiser les profits et le pouvoir politique et économique de celui qui veut garder sa place de vice-ministre de l'Agriculture. Pour ce faire, la FNSEA s'est construite avec le même niveau de complexité que la multinationale Total et ses 903 filiales. L'empire de la FNSEA commence donc avec ses associations spécialisées. On a la FNPL pour les producteurs de lait, la FNPF pour les éleveurs de porc, la FNPSM les agriculteurs, la FNCUMA, FNPHP, et nous pourrions continuer comme cela très longtemps. Chaque filiale possède ses propres dirigeants et avec eux, ses propres conflits d'intérêts. Mais les dirigeants des principales filiales, celles qui ont véritablement du pouvoir au sein de l'organisation, sont aussi membres du bureau national de la FNSEA. Le problème, il est quand même aujourd'hui au niveau de la trésorerie. Êtes-vous prêt à rencontrer le parrain ? Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Jérôme Cadet. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes depuis 3 mois maintenant le nouveau président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, 210 000 adhérents. Vous êtes producteur de grandes cultures, colza, tournesol, blé, maïs en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France. Vous êtes également président du groupe d'agro-industrie Avril, 7 milliards de chiffre d'affaires. Vous produisez des huiles vendues notamment sous les marques Le Sieur et Puget. Comment est-ce que vous vous définissez Arnaud Rousseau, vous êtes un chef d'entreprise, un agriculteur, un industriel céréalier ? Eh bien écoutez, d'abord, je suis un agriculteur. Arnaud Rousseau est président de la FNSEA depuis 2023, après avoir été président d'une filiale de la FNSEA dédiée aux producteurs d'oléagineux et de protéagineux. C'est bien simple, il dirige ou administre une quinzaine d'entreprises, de holdings ou de fermes. Mais il est surtout président du conseil d'administration d'Avril, un géant agro-industriel fondée sur la culture et la transformation du colza. Une multinationale à laquelle appartiennent des marques d'huile alimentaire bien connues telles que Puget ou Le Sieur, mais également des biocarburants et, surtout, de l'alimentation pour le bétail. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. Si Arnaud Rousseau tient ce poste chez Avril, c'est parce qu'il est président de la FOP. Trouvez-vous normal qu'un grand pays agricole comme la France dépende, pour une large part dans son agriculture, de l'Amérique ou de l'extérieur? Non. Avril a ainsi été créé par la FOP en 1983 pour mettre en place une filière française des huiles et protéines végétales pour réduire la dépendance aux importations. Le groupe Avril, alors il faut raconter parce que c'est souvent sous le radar et pourtant c'est le 4e groupe agroalimentaire français. Vous connaissez forcément. Les intérêts de la FNSEA sont donc parfaitement alignés avec la bonne réussite du groupe Avril, raison pour laquelle le destin des deux entités sont intimement liés. La situation d'Arnaud Rousseau est ainsi loin d'être extraordinaire, puisque Xavier Belin, président de la FNSEA de 2010 à 2017, était également président du conseil d'administration du groupe Avril avant lui. Il n'y a pas de hasard. Et c'est le problème quand on est à la fois à la tête du syndicat censé défendre les intérêts de tous les agriculteurs, mais que l'on est aussi à la direction du géant des huiles et protéines végétales. Soudainement, tout le système agricole semble graviter autour des oléagineux. Une situation qui va notamment favoriser l'élevage intensif. En effet, les 2/3 des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage ou à la production d'aliments pour le bétail. Et l'élevage dépend entièrement des productions de protéines végétales, ce qui fait bien les affaires du groupe Avril. Les animaux d'élevage ont d'ailleurs changé de régime alimentaire assez récemment, à la fin du XXe siècle. Ils aimaient les fruits et les légumes, mais se sont retrouvés avec des céréales et des légumineuses dans leurs écuelles, et notamment des tourteaux, qui sont les résidus solides de l'extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux. Si seulement nous connaissions un groupe spécialisé dans les oléagineux et qui se retrouve avec ces déchets dont il ne sait pas quoi faire. Les affaires se portent donc très bien pour le groupe Avril, dont le directeur général, Jean-Philippe Puig, a récemment annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 32% sur l'exercice 2022, pour atteindre 9 milliards d'euros. Sur la scène, à côté de lui lors de cette annonce, Arnaud Rousseau, monsieur FNSEA/Avril. Je vois pas comment on peut reprocher à l'agriculture de vouloir faire du business. Ah ça, c'est sûr. Sauf que le modèle mis en place n'est pas pensé pour favoriser les agriculteurs, que l'on pousse à aller toujours plus vers l'agriculture et l'élevage intensif, ceux qui ont le plus besoin de céréales et d'oléagineux. Plus vous grossissez les élevages, moins vous pouvez les faire pâturer. Plus les élevages sont importants, moins ils peuvent sortir dehors. Et moins ils peuvent sortir dehors, plus il faut d'aliments. Et donc plus il faut d'aliments, plus vous faites tourner le réseau coopératif et les semenciers
qui vendent le maïs et le blé. Et après, la boucle, ça tourne en boucle après. Vous êtes dépendant du système. Et ce système, créé par des céréaliers, a un seul objectif: écouler encore plus de céréales. Et pour cela, il faut plus d'animaux pour les manger. La solution? L'intensif. Et comme tous ces animaux ne poussent pas sur les arbres, il faut des maternités. Exemple avec la maternité porcine de Kerana dans les Côtes-d'Armor. La maternité Kerana a été créée en 2011 par des éleveurs et une société, Kerloan. Aucune trace d'Avril, sauf quand on décortique le montage de l'entreprise. Selon les statuts, Kerana est détenu à sa création par 5 associés, 4 exploitants et la société Kerloan. Lorsqu'on regarde de plus près les statuts d'origine de Kerloan, on tombe sur d'autres associés. Des coopératives agricoles, mais aussi Sanders Bretagne, Sanders West et l'abattoir de porc Abera, 3 filiales du groupe Avril. Une trentaine de kilomètres plus loin, un autre éleveur sous anonymat affirme avoir été approché par le groupe et sa filiale Sanders. Il lui aurait proposé un apport de 10% du capital dans un projet de maternité porcine. À une condition, acheter exclusivement des aliments Sanders pendant 7 ans. C'est le bon moment pour vous introduire Sanders, une marque du groupe Avril spécialisée dans la production de nourriture pour l'élevage. Avril encouragerait donc la création de cette méga maternité pour écouler son colza. Officiellement, il s'agit de moderniser. La FNSEA n'a jamais changé de mantra. Mais l'intensif n'enrichit pas les éleveurs, il enrichit les céréaliers en leur permettant d'écouler leur production. Si dans les syndicats, les coopératives et les groupes céréaliers, on retrouve souvent les mêmes personnes, c'est parce que pour vendre des céréales, il faut des débouchés. Ainsi, à toutes les étapes de la production, le groupe Avril et sa filière Sanders s'assurent que le modèle intensif reste majoritaire. Voici Michel Foury, médecin et fondateur de l'association Novicène, qui s'est opposé au projet de la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Bon, la FNSEA, on était reçu par le président départemental et son directeur de la Somme, et leur position était claire. Ça veut dire qu'eux, ils sont pour cet élevage-là. Le nombre de vaches, pour eux, c'est pas un frein. Ça veut dire, si le projet il est viable, on n'a pas à intervenir. Si on regarde un petit peu l'architecture des syndicats aujourd'hui, la conférence paysanne, c'est plutôt des éleveurs. Il y a très peu de céréaliers. Ou c'est des polycultures. Hein. La FNSEA, c'est des grands céréaliers. Hein. Donc c'est des coopératifs agricoles qui gèrent ça. Hein. Et moi, vous le voyez comme moi, vous avez la coopérative agricole qui conseille et qui vend. Hein. Donc le syndicat FNSEA, pour moi, c'est plus un syndicat agricole. Hein. C'est un syndicat d'exploitants, oui, mais pas agricole. Dans notre lutte, on a bien compris. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la rentabilité, c'est construire les moyens, avoir moins de dépenses, moins de main-d'œuvre. Et c'est la politique un petit peu de l'endettement en avant. Ça veut dire plus on produit, plus on concentre. Et eux, avoir 1000, 1200 hectares, ça ne les gêne pas. Parce que la PAC, elle est faite à l'hectare. Donc vous savez, c'est un système. Hein. Pour moi, la FNSEA, c'est un système. C'est l'État dans l'État. Parce que vous ne pouvez pas vendre des aliments le lundi hein, à tout un réseau coopératif d'agriculteurs sur le territoire national et le mardi, vous retrouvez dans un ministère en disant « je défends le pouvoir d'achat des paysans, je veux que les paysans gagnent leur vie », alors que vous êtes partie prenante des produits que vous leur vendez tous les jours. Et dans les politiques d'aujourd'hui encore, ça c'était en permanence le message porté notamment par Xavier Belin, mais pareil par ses successeurs, c'est de toujours subventionner ceux qui réinvestissent et qui grossissent les élevages, qui modernisent, qui robotisent et ceux-là. C'est ceux-là qu'on aide financièrement qui sont subventionnés. Ceux qui ne vont pas dans ce schéma-là ne sont pas subventionnés. On en revient à Sanders, la filiale d'Avril de nutrition animale qui, à travers un monopole sur toute la production, s'est assuré que les éleveurs fassent des prêts bancaires gigantesques qu'ils devront rembourser via une production importante. C'est-à-dire pas le choix en achetant leurs céréales à des prix fixés par eux. Mais ça ne leur suffit pas. Sanders a fabriqué une souche de poule pondeuse capable de digérer le colza, de manière à vendre du colza aux exploitants de volailles aussi.
À toutes les étapes, leur investissement dans la recherche leur garantit un cycle économique sans faille. À ce stade, vous pourriez penser avoir compris l'ampleur du problème. Après tout, nous venons d'assister à un braquage qui pourrait rendre jaloux les personnages d'Ocean's 11. Ça devrait être assez, t'es d'accord? Tu crois qu'il en faudra un de plus? Tu crois qu'il en faudra un de plus? On en trouvera un de plus. On en a un de plus, et pas des moindres. C'est le moment de faire connaissance avec Unigrain. Unigrain, c'est un fonds d'investissement doté d'1 milliard d'euros. Ils ont 800 millions d'euros de capitaux propres. En actions, dans leur portefeuille, ils travaillent en partenariat avec le Crédit Agricole, la Société Générale et la BNP. Ils ont plus de 200 partenaires, entreprises au niveau national et international, des multinationales qui rayonnent à l'international. Il expertise plus de 1000 entreprises dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Donc c'est un fonds d'investissement incontournable qui est démarré là par l'initiative des céréaliers, de la FNSEA, et qui a conditionné ensuite le reste. Tellement incontournable que l'on retrouve les participations d'Unigrain dans l'ensemble du paysage de l'agroalimentaire. Du champagne Tétinger au brioche Pasquier, en passant par le restaurateur Groupe Bertrand, Hippopotamus, Burger King France, le sucrier Cristal Union, Tati, le jambon Madran, les charcuteries Paul Prédo, les salades Fleurette, les légumes choucroute les volailles Perdot, le pavé d'Afidre Loïc, les fromages Taboignon d'Anaou, les compotes Charles et encore le transporteur frigorifique Steph. On s'arrête là plus par manque de souffle et de temps que par manque d'exemples. C'est bien simple, il est difficile de faire un seul pas dans un supermarché sans tomber sur un produit financé par Unigrain. Une omniprésence qui permet à Unigrain de se présenter comme étant le partenaire de l'agroalimentaire. Une autre phrase devrait vous accrocher l'œil. Unigrain se dit investisseur indépendant. Une indépendance toute relative quand on creuse un peu auprès des membres de sa gouvernance. En effet, ce n'était pas suffisant qu'Unigrain soit créé par la FNSEA à travers la GPB. Il fallait encore s'assurer d'un alignement des planètes avec les ambitions de la FNSEA. Si vous avez apprécié rencontrer le parrain, vous allez sans doute adorer son principal bras droit, Éric Thirouin. Il est président d'Unigrain tout en étant président de la GPB. Rappelons-le, il s'agit d'une association spécialisée de la FNSEA. Mais comme cela ne semble pas suffisant, il est aussi trésorier de la FNSEA. Il ne faut pourtant jamais oublier de mélanger pouvoir politique et économique. Éric Thirouin cumule encore en étant président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Son CV indique qu'il est encore agriculteur aujourd'hui. Mais le temps doit cruellement lui manquer pour voir la terre. Alors, ce sont les agriculteurs, ils ont gardé le statut d'agriculteur, ils ne travaillent plus dans leur exploitation parce que quand vous êtes président d'une coopérative qui a 22 000 ou 30 000 adhérents, les gens ils sont en réunion tous les jours, les calepins ils sont pleins. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes invité dans tous les bras parce que ces coopératives-là ont des multiples sociétés. Donc ils ont gardé la coopérative de base, ils ne payent pas d'impôts. Ils ont la fiscalité particulière des coopératives qui est un chèque chaque année de l'État français qui représente entre 3 et 5 milliards d'euros quand même, payés par nos impôts. Et après, ce qu'ils ont fait des branches, des SAS, dont l'identité est au Luxembourg ou en Suisse. Donc ça n'a plus rien à voir avec la coopérative de base telle qu'elle avait été conçue. Et le pouvoir de l'associé coopérateur, il est complètement dilué. Grâce aux milliards d'euros investis auprès de très nombreux acteurs à tous les niveaux de la chaîne, Unigrain a réussi à se créer un maillage très serré qui lui offre une influence économique majeure sur l'agroalimentaire français. Heureusement, Unigrain est indépendant et n'est en rien lié avec la FNSEA qui a déjà réussi à avoir une influence politique majeure sur ce même secteur. N'est-ce pas? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les éleveurs d'entrée ont été mis au service des céréaliers, qui ont pris la main du syndicat FNSEA dès les années 60. Et ils ont créé Unigrain en 63. Le modèle agricole, agroalimentaire, il a découlé de ça, du modèle qui a été construit sur la base que les céréaliers allaient faire manger les céréales aux animaux et les vendre de semences. Rien n'est donc laissé au hasard par la FNSEA, un organisme qui, non content de posséder une influence politique majeure, vice-ministre de l'Agriculture, a créé plusieurs acteurs qui ont tous deux réussi à se forger une place centrale dans le paysage de l'agroalimentaire française, avec un puissant acteur économique qui arrose le secteur, 1 milliard d'euros, et un autre qui s'assure de trouver des débouchés pour les céréales produites.
Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que les liens entre la FNSEA, ses filiales, mais aussi les groupes comme Avril, Unigrain ou Sanders, ce n'est pas du copinage. Ce ne sont pas des échanges de bons procédés entre personnes aux intérêts alignés. C'est un système soigneusement mis en place avec son jeu de chaises musicales pour servir les intérêts financiers de la FNSEA et de ses dirigeants. C'est une stratégie globale pour occuper le terrain grâce à leur présence dans toutes les instances, toutes les chambres d'agriculture, toutes les commissions. Et les conflits d'intérêts présents à chaque strate de cette organisation font que le bien-être des agriculteurs est très loin sur la liste des priorités de la FNSEA. On est attendu à la FNSEA. Ça va? Ça va? On a vu que tu recevais Marine Le Pen. La FNSEA n'est pas le syndicat des agriculteurs. Il est le syndicat de l'agriculture intensive. Le système n'est pas pensé pour défendre les intérêts des agriculteurs, mais pour s'assurer la mainmise sur le secteur et maximiser les profits de quelques groupes. Et le système fonctionne à la perfection, tant que l'on ne questionne pas la souffrance des animaux, des éleveurs et des agriculteurs. Mais on va quand même pas se poser des questions